Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. C'est super dur comme ça de passer après Anya là. Je sais pas comment on va faire, franchement. Bah ouais, bon, on arrête. Ou alors on met d'autres gens à sa place quoi. En mode on s'en fout. C'est comme un patron dans une entreprise dit bah tu t'en vas, bah on va recruter quelqu'un d'autre quoi. Merci bisous. Ou alors on fait croire qu'on est revenu avant, vu que c'est toi qui présente. Ah ouais j'avoue. Ah c'est vrai parce qu'elle avait fait je crois de l'épisode. Est-ce que je l'ai noté? Ouais du 34 au 57. Fais genre tu l'as noté, j'adore quoi. Est-ce que je l'ai noté? Bien sûr que tu l'as noté. Non je savais plus où je l'avais mis mais bien sûr je l'ai noté. Et genre on fait parler de nouvelles voix comme ça qui sortent de nulle part. Mais quelle voix? De quoi tu parles? Je sais pas. On teste. Mais quoi. attends, c'est quoi cette voix? C'est qui? Je sais pas. Je sais pas. Bonjour. Mais c'est la révolution. Bonjour. Ah, je sais jamais si on dit bonjour ou bonsoir parce qu'on sait pas trop à quelle heure on est écouté. On n'a pas les stats des heures. Bah faut dire bonjour, mais bon, c'est pas une blague terrible. Ou bonsoir, mais du coup ils n'entendent pas. Bonsoir. Mais on a le droit de se foutre de la gueule des gens comme Non. ça? Non, ok, d'accord. Non, surtout pas. Ça marche. Est-ce que tu veux que je lance l'intro? Comment ça Bah se passe, en ouais, fait parce qu'il faut vite couper ça. Ouais. Voilà. Donc le Contrecast épisode 58, c'est parti. C'était bien cette intro. Salut, Incroyable. c'est John Couscous. Bienvenue à toi, cher auditeur RIS, dans ce nouvel épisode. Créateur et à nouveau animateur du Contrecast. Et ouais, voilà, c'est moi. D'ailleurs, c'est quoi le Contrecast? C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés. Non, mais en fait, on s'en fout. Je vais pas redire ma truc d'intro de base. Ah bon? Non, j'ai. C'est la révolution là. C'est la révolution. Ah oui, d'accord, ok, Et d'accord. en vrai, je changerai pour le prochain épisode. Mais ce qu'on fait toujours, c'est un tour de table. Alors, un petit tour de table parce que, la table est petite. Ils n'ont pas réinstallé la grande. Et deux, on n'est pas très nombreux aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Alors déjà, on va saluer celui qui fait son grand retour après une trop longue absence depuis sa chronique sur Dredge, que j'ai pas encore fait, lors de l'épisode T'as 52. pas fait Dredge. Et je t'ai pas encore dit, salut Cutrus, Salut John. comment ça va? Bah très bien, je suis content de revenir. C'est trop cool. On est très très contents. Sauf que ça fait des éons que je ne suis pas passé. Avril 2023, on est en janvier 2024. Avril 2023? Ouais. Ouais, c'est même pas un an. Ça... C'est même pas un an, donc ça va. Je sais même pas manqué. Quoi. Est-ce que tu as quand même trouvé un sujet en un an? En fait, j'en ai plein. Ah bah ça va alors. Je t'avoue que la plupart des trucs que je regardais ou que je lisais, je me disais, ah putain, faut que j'en parle le Contrecast, Tu vois, j'ai essayé de revenir en septembre et on est en Janvier. Mais c'est une rentrée janvier. Quand même, donc Ça va. ça petite passe. inertie. Bon, et donc tu as un sujet, tu veux teaser, tu veux dire... Ouais. J'ai parlé petits chapeaux et zombies. Ok, ça marche. C'est toujours méta quand on parle des sujets, donc c'est très bien. Et on continue ce tour de table qui arrive déjà bientôt au bout. Avec celui avec lequel je suis parti en classe de neige en CE2. C'est vrai. Et oui, ça ne nous rajeunit clairement pas. Donc bonsoir Beg, la nouvelle voix. Salut à tous. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Je suis ravi d'être parmi vous, les gars. Ça fait plaisir. Trop bien. Autour de cette Mais grave, petite table. bienvenue. C'est trop Merci. chouette. Bienvenue à toi. Alors évidemment, on ne connaît pas encore, pour ceux qui écoutent depuis le début, ou qui, même si c'est leur premier épisode. Donc j'ai fait une petite interview Waouh. pour que tu te présentes un peu. Donc 5 questions pour qu'on apprenne à te connaître. Première question, si tu devais choisir un seul jeu sur PlayStation 1, ce serait lequel? Symphony of the Night. Ok, Sans hésiter. super réponse. Est-ce que tu es gaucher ou droitier? Je suis droitier. T'as pas failli être gaucher à une époque? Ou non? Non, mais au foot, j'ai les deux pieds parce que je suis très très bon au foot. Voilà, si tu veux la petite justification. Ok. Mais non, sinon je suis droitier. On reparlera de foot à la question 5. Ok. Ton dernier coup de cœur au cinéma, c'est quoi? Dune. Ah oui. Ok, très bien. Combien as-tu de frères et sœurs et quel est le prénom de ta seule sœur? Elle s'appelle Virginie. Voilà, et on la Et salue. je lui dirai que je t'ai recroisé. Elle passera sûrement le bonjour. Avec plaisir. Et enfin, ton joueur de foot préféré au PSG? Bah, Ronaldinho. Ok. On dirait qu'il a préparé les réponses. Quoi. Ça- Trop. Ça a changé quand même le Contrecast. Hein. Pourquoi? Parce que je parle. Ah ouais, parce que tu parles de foot. Non, c'est faux. J'en parle souvent. Ouais, c'est vrai. J'ai déjà eu Brice Samba en coup de cœur. Réécoutez l'épisode où j'en parle. J'ai oublié le Dans numéro. la description. Bah voilà, t'as Dans pas la le numéro. description. Alors, Ok. Et ton sujet quand même. Ça c'est la question. mon bonus. sujet, ça va être un sujet néo-rétro, comme j'aime les appeler. Faut que je dise de quoi je vais parler. Soit tu dis ce que tu. Non. Voilà. Je garde la surprise. C'est un sujet néo-rétro. Un petit indice quand même. Un petit indice. Non. Ok. Premier épisode, le mec, c'est bon, il est à l'aise quoi. Ah, vous verrez bien. Ok, top. Et ben merci à vous deux. Et ben, si vous êtes prêts, je vous propose dès à présent de passer au premier sujet. Je suis pas trompé de bouton. T'as vu? C'est fou. Je sais pas si c'est le bon, mais au pire on. Mais si c'est le bon. C'est bon. Au pire Bien on sûr. s'en fout. 2024, c'est voilà, bonne année. Pardon. Bonne année, c'est vrai. Ah oui, bonne année à vous.
Donc, aujourd'hui, Quetrus n'a pas voulu nous parler du manga Kingdom, ni du jeu vidéo Kingdom, comme Deliverance, mais bel et bien de la série coréenne sur Netflix. Alors, il y en a plein des Kingdoms, mais je sais pas. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler de Royaume, parce que ça, c'est le titre québécois, je crois, cette fameuse série sur Netflix. Oui, effectivement, c'est le titre québécois. Tu vois, tu me l'as piqué, j'adore dire les titres québécois d'habitude. Et bah, regardez, Royaume. dans les intros, je pique parfois un bout de sujet, c'est normal. Exact. Mais c'est quand même tiré d'une webtoon, en fait, une série qui s'appelait Kingdom of the Gods, qui a été écrit par Kim Eun-hee. Alors, je suis désolé, je crois que je vais un peu écorcher tous les noms coréens, j'en suis désolé. Mais donc, qui est le créateur et le scénariste. Je vais quand même en citer quelques-uns de noms, mais très rapidement, en essayant de ne pas me planter. Du coup, Kingdom, oui, c'est une série coréenne. Pour l'instant, il y a 2 saisons et comment on peut appeler ça, un add-on, on va dire, un film dont je parlerai après, et qui est sorti en 2021. On attend la 3e saison avec impatience et je vais vous dire pourquoi. Et donc ça se passe au XVIe siècle, très exactement 3 ans après les invasions japonaises qu'il y a eu en Corée, qui ont été repoussées. Et ça a aussi une importance en fait dans la série. Et on a l'empereur qui est malade, qui souffre d'un mal assez étrange. Et je vais le spoiler tout de suite, parce que en fait il souffre d'un mal, il est mort vivant, Okay. donc il est un peu zombie. Parce que oui, Un peu malade. c'est une série historique, mais c'est une série historique de zombies, c'est une série politique, c'est une série épique, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est un peu gore, voire très gore. On est quand même en Corée, il faut respecter un petit peu ça. Et donc cet empereur a eu un mal que je peux aussi révéler, parce que ça se révèle très très vite, et de toute façon la série est bien passée, qui a été due à ce qu'on appelle la fleur de résurrection, qui est une fleur qui apparemment permettrait de faire revivre les morts. Voilà, et donc l'empereur est atteint de ça. Il y a un médecin qui est passé le voir pour essayer de le soigner, donc dans la capitale, qu'il ne faut pas que je me dongnae. Et son assistant qui lui offre à manger ou un truc comme ça se fait plus ou moins boulotter, ou en tout cas mordre, etc. Et donc il le ramène dans sa campagne, dans le petit dispensaire que ce médecin très connu, assez célèbre et apparemment très réputé officie. Et il se retrouve que c'est une région où il n'y a pas beaucoup de bouffe. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de bouffe ? Parce qu'en fait on est très peu de temps après les invasions japonaises, et comme on le sait, après une guerre c'est compliqué de remettre le pays sur ses pieds, de pouvoir nourrir la population, etc. Et donc dans cette région-là, les gens, et un peu partout d'ailleurs dans le royaume, les gens crèvent la dalle, et donc ils n'ont pas de viande, etc. Et à un moment donné, oh là là, tous ces gens de ce dispensaire-là ont de la viande. C'est quand même cool, quoi. Genre, c'est les jours de fête, etc. Voilà, mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'ils ont bouffé ? Ils ont bouffé ce pauvre assistant qui s'est fait mordre et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on bouffe cet assistant ? Eh ben, on se transforme en zombie. Alors, je spoil beaucoup, c'est vrai, je suis un peu désolé, mais que la série commence à être un peu âgée. Et sinon, j'aurais rien à raconter, ce qui serait quand même dommage sur le synopsis. Et après, je peux pas raconter la suite parce que c'est beaucoup trop de péripéties et beaucoup trop de spoil. Et donc, ça commence comme ça. Et donc, voilà, la vague de zombies, la peste zomboïde, commence à se répandre un peu partout. Et en fait, on va suivre plusieurs personnages principaux. Parce que en fait, c'est beaucoup de personnages principaux. On pourrait croire qu'il y a un personnage principal et beaucoup de personnages secondaires. Et en fait, pour moi, ils sont un peu tous au même niveau. On va suivre Li Chang, qui est en fait le prince héritier du royaume, et son fidèle garde du corps, qui s'appelle Mu Yeong, c'est ça, oui, je ne me plante pas, ouais. Et qui, eux, décident justement d'aller enquêter là-dessus et de se barrer. Il y a toute une affaire politique, comme quoi il est poursuivi parce qu'il y a une des sectes, un des clans plutôt politiquement influent, qui est proche de l'empereur, le magistrat qui dirige ça, et en fait en charge de toute la sécurité, de l'armée, etc. Donc il y a une espèce de pression, ils essaient de sortir le prince héritier en essayant de le faire accuser de la mort de son père, ou en tout cas de haute trahison. En fait, ils décident de se barrer pour aller enquêter là-dessus et aller à ce fameux dispensaire où il y a ça. Et donc il part avec son garde du corps, qui est un personnage incroyable, et j'y reviendrai après.
Et on a aussi une des soignantes, une des médecins, entre guillemets, biologistes aussi, de ce dispensaire-là, qui est encore un des personnages principaux. Et on a un chasseur de tigres un peu étrange, un peu fort de caractère, très très doué, qui a des secrets. On ne sait pas trop pourquoi il est aussi balèze alors qu'il vit dans une région un peu isolée, dans cette espèce de dispensaire aussi. Et voilà à peu près les 4 personnages principaux qu'on va suivre tout au long. Il y en a d'autres qui vont se rajouter au fur et à mesure, mais ça, je ne peux pas les dire. Et donc, en fait, on suit ces personnages-là qui découvrent petit à petit cette invasion de zombies, qui essaient de découvrir pourquoi elle a eu lieu, comment elle se répand, quelle est l'origine de cette maladie, comment la vaincre, etc. Ça, c'est un peu le fil conducteur. Parce qu'évidemment, comme toute invasion de zombies, ça commence petit, et puis ça commence à péter derrière, et puis ça commence à y en avoir partout. Mais c'est aussi une série politique. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a cette guerre de pouvoir entre cet empereur qui est mort, mais qu'on maintient plus ou moins en vie, même s'il est mort-vivant, mais il est mort, quoi. En fait, il ne vit que la nuit. Donc, essaie de renverser le pouvoir, de prendre le pouvoir, par l'intermédiaire de la reine, qui en fait a remarié le roi, donc qui est plus ou moins la belle-mère du prince Li Chang, qui attend un enfant. Qui sera peut-être le futur héritier. Et effectivement, il arrive quelque chose à Li Chang ou s'il est désigné comme traître, bah forcément cet enfant qui naît sera le prochain roi. Ce qui peut arranger pas mal de monde, parce qu'en fait cette reine, c'est la fille du chef du clan qui contrôle l'armée et la garde royale. Voilà, en gros. Puis après, évidemment, il y a plusieurs mouvements politiques, il y a plusieurs choses comme ça, mais c'est aussi une part très importante de cette série et qui lui donne vachement de profondeur et vachement aussi d'intérêt. Parce que, en fait, entre l'invasion de zombies et donc tous les problèmes que ça peut poser, la famine du pays et tout ça, bah, en fait, ça donne un mélange assez incroyable. C'est-à-dire que toutes les intrigues sont mêlées, toutes les intrigues ont une influence sur les autres, sur les décisions qu'ils vont avoir et sur les catastrophes qui vont advenir après des décisions évidemment malheureuses et qui sont la plupart du temps dirigées par de l'ego ou de la soif de pouvoir. Voilà. Donc ça, c'est à peu près dans quoi vous vous embarquez au niveau ambiance. Ça reste une série qui est qui a beaucoup d'action. J'ai jamais vu une série de zombies avec autant d'action. C'est hallucinant. C'est une série qui est aussi drôle. C'est une série qui est magnifique. Ça n'arrête jamais en fait. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps haletant, etc. Il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de phases de dialogue, comme si je le disais, c'est une série politique, donc ça marche bien. Il y a très peu de romance, il y en a un tout petit peu, et c'est plutôt pas mal, parce que franchement, dans un cadre aussi pourri, avoir une romance qui se met en place, c'est un peu compliqué. Et voilà. Donc pourquoi j'ai adoré cette série, que j'ai mis un peu longtemps à regarder en fait. Tout d'abord, j'avais commencé à la regarder pour sa photo. Parce qu'en fait, la photo de cette série, elle est incroyable, je sais, je le dis tout le temps. Non, mais j'ai regardé en plus, je connaissais pas la série et j'avoue que c'est plutôt cool, quoi. Enfin, et elle est pas juste bien, elle est parfaite. Okay. Elle est super belle, tous les cadrages sont hyper léchés. Vraiment, hein, il y a vraiment des plans, c'est des photos, c'est magnifique, tout est travaillé, c'est-à-dire que la couleur, la lumière, le cadrage, l'arrière-plan, l'avant-plan, tout est très 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 travaillé en tout cas, et surtout sur beaucoup de plans fixes. Ils sont très généreux en plans fixes. Il y a des choses folles, et puis comme on peut s'imaginer avec les décors qu'il y a dans les montagnes, avec les habits colorés que tu peux avoir, voilà, l'architecture coréenne, si vous connaissez pas, ça peut se rapprocher un peu de ce qui est japonais. Sans, voilà, même si c'est quand même assez différent, il faut pas comparer les deux cultures. Enfin, en tout cas, il ne faut pas dire que ce sont les deux mêmes cultures, pas du tout. D'ailleurs, la preuve, ils sont fait envahir 3 ans avant le début de l'intrigue. C'est vraiment léché, on sent qu'il y a une maîtrise de la réalisation, il y a une maîtrise des lumières, il y a une maîtrise de la scénographie qui est incroyable. Je pense que c'est la série où j'ai vu les meilleurs zombies du monde. C'est fou, c'est-à-dire que toute chorégraphie des zombies est réfléchie. Genre ils dansent ? Ils dansent pas, non, ils dansent pas, mais la façon dont ils bougent, ensemble, la façon dont ils se transforment, on va dire, enfin, quand les gens meurent et qu'ils d'un seul coup deviennent zombies, c'est des espèces de contorsions incroyables. C'est maîtrisé de bout en bout. Et puis il y a genre énormément de figurants. C'est pas fait par image de synthèse la plupart du temps. Je pense que de temps en temps si, parce qu'il y en a énormément, peut-être des milliers, mais en tout cas il y a facilement 100, 200 figurants. Largement quoi, tous des zombies. En plus c'est des zombies qui courent. Ah, c'était ma question là. Ouais, c'est ça. C'était aussi ma question. Oui. Ouais, c'est des zombies qui courent. C'est des zombies qui a que la nuit.
mais c'est des zombies qui courent. Et la journée, ils font quoi? Ils se planquent. Ok. Ils se planquent sous les maisons, les trucs comme ça. Je sais pas si vous voyez à peu près les maisons qu'on peut avoir en Corée. En fait, c'est pas sur pilotis. Enfin, si, c'est sur pilotis, même quand c'est pas dans l'eau, je veux dire. Et donc, il y a toujours un espace en dessous, en fait. C'est des maisons en bois. Donc, ils se planquent là-dessous, ils se planquent dans les grottes, ils se planquent, voilà. Et t'as l'impression qu'ils sont morts. Mais en fait, ils sont pas morts. Enfin, Ils sont morts, si, mais ils sont vivants. Voilà, et mention spéciale à l'épisode 3 de la saison 1. Je l'ai regardé 3 fois le début, je crois. Facile. Peut-être même 4. Je l'ai re-regardé pour aujourd'hui. Vous avez 20 minutes d'action zombie effrénée non-stop. Et on s'ennuie pas. C'est pas chiant, c'est pas répétitif. C'est dans la ville, c'est dans la campagne, c'est ouf, c'est dans la nuit, il y a même des bébés zombies, il y a des trucs. Alors franchement, cette scène, faut un peu s'accrocher. Si vous aimez pas les trucs avec les enfants, faut voilà. C'est fou. C'est cette phrase du podcast. Mais... c'est pas pour les enfants le podcast. En plus, avec mon coup de cœur, je veux dire, c'est vraiment pas pour les enfants. Wow. Et quoique. Et vous verrez. Et c'est 20 minutes d'action non-stop avec des attaques de zombies. Et c'est fou, en fait. C'est maîtrisé de bout en bout. J'étais sur le cul. J'étais haletant. J'étais là, chaque fois, je faisais oh, non. Je mettais sur pause, je revenais, je repassais. Parce qu'en plus, comme c'est magnifique, des fois, tu mets sur pause pour revoir le plan. Parce que comme j'aime beaucoup la photo, je mettais là-dessus. Donc voilà, je pense que si vous accrochez pas les 2 premiers épisodes, c'est pas très grave et je peux comprendre parce que c'est un peu lent à se mettre en place, etc. Il se passe pas mal de choses, mais c'est une mise en place, quoi. Il y a beaucoup de personnages, il y a quand même des intrigues un peu touffues, quoi. Mais alors, regardez au moins le début du 3e épisode. Allez au moins jusqu'au début du 3e épisode, parce que franchement, si vous accrochez à ça, vous accrocherez à tout le reste de la série, quoi. Et c'est fou. De toute façon, j'ai jamais vu dans une série les épisodes ils font 50 minutes, quoi. Et là, t'as 20 minutes consacrées juste à ça, quoi. Qui dans un laps de temps, tu vois, dure vraiment 20 minutes ou une demi-heure dans la diégèse, dans le temps diégétique, quoi. Et c'est fou, quoi. Donc ça, déjà, les zombies, c'est d'enfer. J'ai jamais vu de zombies comme ça, c'est fantastique, c'est cohérent, c'est réfléchi, vraiment réfléchi. C'est-à-dire qu'il se passe des choses des fois avec les zombies, même quand ils les tuent, quand ils attaquent, etc. On nous prend vraiment pas pour des cons. Il n'y a pas d'incohérence. En tout cas, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu quelques faux raccords, mais pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça. C'est magnifique, je l'ai dit, la photo est très belle. Les costumes sont à tomber par terre. C'est trop beau. J'ai envie de faire du jeu de rôle grandeur nature. T'es sûr? Dans un cadre coréen. Et je pense peut-être qu'un jour, je vais organiser un Kingdom, au moins une petite, tu vois, parce que franchement, c'est trop beau. J'ai envie de porter tous les vêtements. C'est-à-dire tous les vêtements. C'est genre tous, quoi. Okay. Le médecin, le prince, le garde du corps, le guerrier, le prince, la princesse, tout. J'ai envie de porter tous les vêtements. C'est trop beau. C'est magnifique. Je veux dire, ces gens avaient beaucoup de goût. Et il y a des chapeaux différents pour tout le monde. Il y a des chapeaux, vous savez, pour les grades, en fait. Je crois qu'en Chine, il y avait ça aussi, mais en tout cas, en Corée, c'est sûr. Et donc, tu as des chapeaux à plumes, tu as des chapeaux, je sais pas, comme des chapeaux melons, tu as des mini-chapeaux. Des fois, ils sont des tout petits chapeaux, c'est trop bizarre, mais c'est trop mignon. Même les bébés aussi putain, je sais pas, faut que je revoie. Oh, je vais être obligé de regarder la série encore une fois, mais quel dommage. Enfin, je me marre sur les chapeaux parce que j'en discutais avec une pote, mais c'est drôle. Mais en tout cas, les costumes sont vraiment magnifiques. C'est hallucinant, quoi. Enfin, ce détail qui a été apporté à ça, mais enfin, de toute façon, visuellement, la série est incroyable. Et c'est ce qui m'avait atterri en premier lieu. Voilà. Tous les personnages sont attachants. Ils développent à peu près l'arc de tous les personnages à un moment donné dans la série. Tout est bien, tu rigoles, tu pleures, tu t'extasies. C'est vraiment super bien écrit. Et c'est vraiment super bien écrit. Voilà, que dire d'autre? Oui, le son aussi est incroyable, les musiques sont top. La saison 2 est intéressante, même si je l'ai trouvée un peu moins parfaite au niveau photo, au niveau visuel, mais ça reste quand même d'un ultra bon niveau, quoi. Et puis voilà, quoi. Si vous aimez, je sais pas, World War Z, le bouquin et Game of Thrones, regardez Kingdom parce que ça vaut vraiment le coup. Et donc, il n'y a pas de 3e saison pour l'instant. On ne sait toujours pas si ça va être fait ou pas. C'est très compliqué. L'auteur a dit à un moment donné qu'il y aurait sûrement une 3e saison, mais Netflix met du temps à la financer. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et il y a eu un film qui se passe avant,
qui est une préquelle en fait, qui est un préquel, je sais jamais si on dit préquel, un préquel ou une préquelle. J'avoue, je sais pas non plus, j'ai pas l'info. Tu dis en anglais, comme ça c'est tranquille. Prequel. Voilà. A prequel. Et qui s'appelle Ashin in the North. Et en fait, où tu suis une femme chinoise d'ailleurs, pour le coup, qui s'appelle Ashin, et qui est sûrement à l'origine de tout ce qui s'est passé. On la voit dans le dernier épisode de la saison 2, qui est un épisode incroyable. Et donc on en apprend un peu plus sur cette contamination, pourquoi elle existe, pourquoi cette fleur de résurrection existe, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et voilà. C'est pas pour tous les yeux, ça reste quand même très gore, pas tout le temps, mais il y a quand même des scènes qui sont un peu dures. Mais voilà, c'est un film de zombies, c'est une série de zombies, donc c'est normal. Donc voilà, c'était ma grande révélation de l'année 2023. J'avais commencé à regarder, je l'avais oublié, on en a reparlé, on m'a dit il faut absolument que tu la vois, c'est une série de fous, et voilà, et après je l'ai bouffé, c'est génial, et je pense que je me la remettrai en 2024, tellement c'est une de mes séries préférées. Trop bien. Beg, est-ce que tu connaissais déjà cette série ? Non, je connaissais pas du tout. Je t'avoue qu'à t'écouter, ça me donne envie. Ce qui m'a un petit peu percuté dans ce que tu m'as dit, enfin dans ce que tu nous as dit, dans ce que tu as raconté, c'est qu'à la fin, j'allais te demander si c'était pas une sorte de mix entre World War Z et Game of Thrones. C'est Donc marrant, j'ai eu la ça. réponse. Ouais, en fait, quand tu l'as décrit, c'est exactement ce à quoi ce que je m'imaginais. Tu me parles de photos, donc moi ça me parle beaucoup aussi, le côté esthétique dans les séries, les prises de vue réelles, etc. Donc ça c'est hyper important, je trouve, dans une série pour donner justement un aspect qualitatif, parce qu'il y a beaucoup de séries qui, je trouve, aujourd'hui sont justement en dessous en termes de réal, en termes justement de photos. Tout est un peu cheap, et en fait ta chronique m'a donné envie de voir, juste de voir, pas forcément de regarder la série en entier, parce que j'ai pas forcément le temps. Par contre, de voir, je suis curieux de voir ce que ça donne esthétiquement parlant. Faudrait que je te conseille aussi un épisode dans la saison 2 où la reine se poudre et elle se prépare à s'habiller. Il y a juste un plan, enfin il y a plusieurs plans en fait qui sont fous sur les pigments, déjà sur la table de pigments. Donc il y a des pigments de toutes les couleurs, déjà rien que ça c'est très beau, avec une distance focale très courte et tout ça. Ouais. Et une profondeur de champ très courte. Et il y a aussi un plan là, dans cette scène plutôt, où elle se poudre, et en fait on voit la poudre qui est emmenée comme ça. Quand tu te poudres, forcément tu as des éclats. Et rien que ce truc-là, je crois que j'ai regardé 4 fois. Parce qu'en fait, il y avait un enchaînement de plans qui était fou, qui était qui était les pigments, qui était ce poudrage très beau. En plus, maintenant, on est vraiment en HD. Bien sûr, c'est magnifique. Puis après, sa robe. Puis après, quand elle rentre entre les portes et tout ça, avec les servantes, tout est beau. C'est fou. Tu vois, quand tu décris ça, moi j'ai l'impression de voir quelque chose d'épuré. Enfin, en tout cas, je m'imagine quelque chose d'épuré dans ma tête. Je sais pas si c'est exactement ça dans la série, mais c'est pas épuré. Je trouve pas que c'est pas une réalisation épurée. Elle est plutôt même assez généreuse, il y a beaucoup de choses, mais il y a juste il y a un soin, il y a un très grand soin à apporter à la photo. Très très grand soin. Et moi je fais vraiment attention à ça. Il y en a très peu de séries qui m'ont marqué. Moi je repense à Dark par exemple. C'est ce que j'allais te dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Et Dark c'est pareil, j'ai fait des arrêts sur image juste pour voir en fait ce qu'ils voulaient faire, et puis souvent il y a un message derrière ça. Donc. Non, Dark c'est exceptionnel aussi effectivement en termes de réalisation, le casting aussi. Enfin bon, ça après on s'égare, mais casting exceptionnel dans Dark. Mais c'est vrai que ces séries-là, moi ça m'attire justement au niveau esthétique, le côté mise en scène, le côté graphique en fait. Et ça me rend curieux. J'irai jeter un coup d'œil. Netflix, tu m'as dit. Ouais. Et c'est vrai que j'ai pas parlé du caractère des personnages, mais chaque personnage a son caractère propre et assez intéressant et pas trop stéréotypé, mais assez quand même pour que tu puisses t'y reconnaître. La relation entre le prince et son garde du corps, c'est fou. C'est un truc de malade. Enfin, c'est exactement le truc que tu as envie. C'est un peu compliqué, c'est un peu complice, elle évolue. C'est dingue, quoi. Voilà. Pardon, je vais arrêter de... Je suis vraiment dithyrambique sur cette série. C'est bien. T'as kiffé, c'est cool. Ça donne envie. Mais ce que tu dis, mec, c'est que t'as pas forcément le temps de regarder ça. En même temps que Truss, pour un épisode de 50 minutes, il met 8h16 à le voir. Il fait des pauses, des rewinds et tout. C'est vrai que l'épisode 3, j'ai calculé, j'ai mis 1h30 à le voir. Non, peut-être presque 2 heures, parce que j'ai repassé plusieurs fois. Ah ouais, voilà. Et tu l'as revu en plus plusieurs fois. Donc, ok. Et question aussi, tu parlais donc du fait que les zombies agissent plutôt la nuit, mais est-ce que c'est plutôt des scènes de nuit où il se passe quand même beaucoup de choses la journée ? Il se passe beaucoup de choses la journée et la nuit. Ok, donc c'est pas focus sur la nuit, quoi. Non, c'est pas focus sur la nuit, parce que t'as tout, t'as la préparation, t'as la recherche de la cause de la maladie, et t'as toutes les intrigues politiques
qui marche le jour aussi. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Bah, merci en tout cas, Cotrus, pour cette chronique. Donc, Je vous en Kingdom, prie. la série coréenne, donc 12 épisodes d'une 50aine de minutes si on fait pas pause. Et ça a commencé en 2019-2020, je crois que tu disais, et dispo sur Netflix en attendant peut-être une saison 3. Donc, Ah oui. Voilà. Croisons les doigts. Ah, j'ai oublié. Non, ça, c'est pas grave, t'inquiète, c'est la rentrée. Donc, il y a à peu près 48 heures, de manière totalement organisée, j'appelais Beg et pour lui dire bon, si jamais tu devais rejoindre le podcast, genre après-demain, est-ce que tu aurais un sujet? Il a mis environ 3 secondes à me répondre et il m'a dit ouais, je crois que je l'ai. Et ce sujet, je spoil, hein, c'est Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons. Donc, Beg, Exactement. c'est parti pour ta toute première C'est chronique. parti. Allez, je me lance dans le grand bain direct. Allez. Pourquoi ce jeu? Pourquoi Double Dragon Gaiden? En fait, c'est tout simplement parce que celui auquel je joue en ce moment en coop avec un pote qui s'appelle Cédric. Et je lui fais un petit coucou d'ailleurs parce que je lui dirais d'écouter ce podcast. Il y a intérêt. Bien sûr, attends, c'est comme ça qu'on augmente le nombre d'écoutes. Oui. Hein. Voilà. Évidemment. Donc c'est un jeu qui est sorti en juillet 2023. C'est développé par Secret Base et publié par Modus Game. Ok, bon, très bien, parfait. Et c'est surtout, un truc important à savoir, c'est que c'est Arc System Works qui détient la licence Double Dragon. Arc System Works, boîte qui est plutôt orientée sur les jeux de baston et la bagarre, globalement. Donc c'est intéressant qu'ils ressortent un Double Dragon comme ça, parce que c'est un Double Dragon à l'ancienne, donc en pixels, 2D pixelisé, vraiment, c'est forcé, c'est fait exprès, c'est très pixelisé, très grossier, mais c'est ce qui fait le charme de ce jeu dans la réalisation. Beat'em all 2D, c'est vraiment un genre qui revient en force, je trouve, depuis quelques années maintenant, notamment avec Streets of Rage 4, Astérix. On a eu les Tortues Ninja aussi, j'ai oublié le nom complet du jeu, mais bon, Shredder's Revenge. Oui, voilà, ok. Donc ça, c'est une espèce de mouvance néo-rétro qui revient sur des jeux qui étaient le fer de lance des années 90, en fait, hein, sur les Mega Drive, Super NES. Quand on parle de beat'em all, on pense surtout à ces consoles-là. Et donc, je me suis surpris à kiffer ce jeu, parce qu'en fait, je l'ai fait que en coop. Hein. Je n'y ai pas joué tout seul, j'ai fait que à 2. Et au final, ça marche de A à Z. Le gameplay, il est comment dire, il est très simple d'accès, c'est pas compliqué, il y a 2 touches. Et ça fonctionne très bien parce que il y a un système, ils ont mis en place un système de contrôle de la foule, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tuer des ennemis à partir de 3 ennemis, c'est ce qu'on appelle un contrôle de foule, et ça va nous donner des items de soins. Donc 3, 4 ou 5 ennemis va débloquer un item de soins petit, moyen ou grand en termes de remise en forme, on va dire, de regain de santé. Le scénario, c'est très simple, hein, c'est Double Dragon, c'est un monde post-apocalyptique, je m'en souviens même plus du scénar en fait, en vérité. C'est 2 frères et puis voilà quoi. Ouais, c'est les frères qui vont sauver, Une princesse qui est dans. Ah non, ça, Ils vont taper les méchants. Bon. En tout cas, c'est 4 gangs qui s'affrontent pour le contrôle de la ville. Et donc voilà, scénario classique des années 90. Alors, je pense que c'est le même scénario que le premier Double Dragon. Donc moi, c'est pas une licence que je connais très bien, mais a priori, ce jeu-là, il est quand même bourré d'easter eggs et de clins d'œil aux anciens épisodes. Donc le dernier avant lui, je crois que c'était Double Dragon 4 qui avait fait un petit flop qui n'était pas terrible d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, ça fait référence et en tout cas, il y a une espèce de cohérence par rapport aux anciens épisodes de la série, niveau scénaristique hein, pour le coup, parce qu'on retrouve des anciens personnages comme Marianne et l'oncle Matin, j'ai noté, l'oncle Matin. Bizarre, le matin, c'est drôle. voilà, on dirait Ricoré pour le coup, mais bon, rien à voir. Et on a les fameux, évidemment, Billy et Jimmy. Donc ça, ce sont les 4 personnages jouables dès le début. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous un gameplay différent. Donc Billy et Jimmy, on va dire qu'ils ont un gameplay plutôt orienté corps à corps, classique, standard. On a l'oncle Matin, qui lui est plutôt un gros bourrin qui va attraper les mecs et les éclater par terre. C'est vraiment un mec de corps à corps. Et on a donc Marianne, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui elle est plutôt à distance, donc elle a un flingue et elle est à distance. Donc l'intérêt de ce jeu-là, c'est justement avec un gameplay différent en fonction des 4 personnages, on va quand même avoir un petit peu de variété, parce que chaque personnage a 2, on va dire, ultimes. Donc une ultime qui va nous permettre justement de faire le fameux contrôle de foule, et donc de pouvoir avancer dans le niveau en ayant suffisamment de vie, puisque c'est ce contrôle de foule qui va nous redonner des items de vie, comme je vous l'ai dit juste avant. Le déroulement du jeu
comment il se passe? En fait, on a la sélection d'un premier niveau. On va choisir le gang qu'on veut affronter en premier. Donc, on va par exemple choisir le gang, je crois que c'est Triangle, il s'appelle. C'est le thème Égypte. On a le thème Égypte, on a le thème Samouraï, on a le thème plutôt des tréfonds de la ville. Et le dernier, je ne me souviens plus trop. Mais bref, c'est 4 thèmes différents. Et on va choisir un premier niveau qu'on va faire en 2 tableaux. Le deuxième niveau, on va le choisir aussi. Hein, c'est nous qui continuons à choisir. On va aussi avoir 2 tableaux. Le troisième niveau, par contre, on va avoir un 3e tableau à l'intérieur du niveau. Et le dernier niveau, on va avoir 4 tableaux. Pourquoi je détaille ça? Parce qu'en fait, si la première partie qu'on fait, on commence par le thème égyptien, si la partie d'après, on le choisit en 4e position, et ben en fait, on va découvrir des nouveaux tableaux à l'intérieur de ce niveau-là. Donc, ils ont fait des espèces de niveaux pas cachés, mais en tout cas des espèces d'imbrications qui permettent justement de gagner un petit peu en profondeur et de ne pas s'ennuyer parce qu'en fait, on va découvrir à différentes parties une variété supplémentaire. Et ça, c'est important pour pas s'ennuyer dans un jeu comme ça, parce que dans des jeux comme ça, en fait, on va refaire les niveaux, c'est tous les mêmes, et on va les enchaîner. Là, il y a une espèce d'évolution, et c'est ça qui est intéressant dans ce jeu-là, parce que en choisissant l'ordre, on va choisir le niveau qui nous plaît le plus, et en tout cas, qui va nous permettre de creuser un petit peu les différentes comment dire, esthétique, parce qu'il y a aussi le côté esthétique, hein, l'Égypte, les thèmes différents. Et donc ça, c'est intéressant. T'avais un préféré d'ailleurs dans les... Moi j'ai trouvé que l'Égypte et le samouraï, c'était cool. Ouais. Par contre, il me semble qu'il y en a un qui est très chiant, je me souviens plus lequel c'est, où il y a des pics qui sortent du sol, et ça, c'est... Avec les scorpions là, c'est pas ça, dans le noir, ouais, si, je crois qu'il y a des scorpions aussi. Bon, ce niveau, elle est un peu galère. Mais ça, justement, c'est le quatrième niveau le 4e tableau du niveau 4. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Parce que j'ai fait quand même des petites notes sur ma chronique. On a le principe de tag dans ce jeu-là. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir changer de personnage à la volée. Alors, pour changer de personnage, c'est pas quand même instantané. Il va quand même falloir que notre jauge de spécial soit remplie. Et cette jauge de spécial-là, c'est la jauge qui nous permet aussi de faire des coups spéciaux, justement. Et donc, de faire le fameux contrôle de foule. Donc, on va avoir une espèce de gestion de cette jauge-là. Et c'est ce qui nous permet aussi, par exemple, quand on est en galère de vie, soit de faire un coup spécial pour gagner un item de regain de vie, soit d'utiliser la jauge spéciale pour récupérer, pour appeler le deuxième personnage qu'on a en stock et qui lui est full vie normalement si on s'est bien démerdé. Ce qui permet aussi au premier de gagner, récupérer un peu de vie. Ouais, tout à fait. En fait, on a une espèce de jauge temporaire qui permet qui se remplit au fur et à mesure et donc de regagner un petit peu de vie, on va dire en off. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce jeu-là, c'est qu'il y a une espèce de notion de roguelite, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, avant de lancer une run, choisir la difficulté. Donc ça, c'est un petit peu comme dans Hades. Je trouve que ça ressemble beaucoup à Hades. T'as dit Hades, que trop s'y s'est retourné. Oh, je l'aime bien celui-là. Il a dit Hades. Oui, il a dit Hades. C'est On a dit Hades dans l'émission. C'est bon. Franchement, ça, c'est merci. Et franchement, c'est pas préparé. Hein. Voilà. C'est peut-être le meilleur roguelite avec Dead Cells aussi. Oh là là. cool. Oui. Voilà. Tu peux reprendre la chronique, vas-y. Bon, c'est pas fait exprès pour le coup. Non, mais très bien. T'as du goût, c'est tout. Hein. Ouais, voilà. Dire, hein. Donc, je disais oui, comme dans Hades, c'est-à-dire qu'on va choisir par exemple de savoir si on joue tout seul ou à deux. Donc ça déjà, ça va augmenter la difficulté ou la baisser. Si on joue à deux, ça la baisse. On va augmenter la résistance des ennemis, la puissance des ennemis. Le fait que si on perd une vie, elle est perdue définitivement. Et en fait, ça va nous permettre de diminuer le taux de change des jetons. Qu'est-ce que c'est que les jetons? C'est la monnaie qu'on gagne à la fin du jeu pour débloquer des artworks, des bandes-son et surtout des personnages supplémentaires. Parce qu'on a c'est cool, ça. 6 personnages cachés qui sont les boss du jeu. Bon, je spoil un peu, mais bon, au final, on voit les silhouettes quand on lance le jeu, donc on s'en doute fortement. Et ça permet en fait de gagner des jetons plus facilement. C'est-à-dire que si on va augmenter la difficulté, à la fin de la run, on va avoir gagné, je sais pas, je dis n'importe quoi, 50 000 pièces. Et si on l'avait fait en niveau plus simple, plus facile, on en aurait gagné que 30 000. Donc on aurait pu dépenser moins d'argent pour acheter des jetons. Je trouve que ça, c'est un système qui est intelligent. Et là, en fait, on a fait à peu près le tour du jeu et de ce qu'il propose. Et pourquoi ce jeu-là m'a plu? C'est parce qu'en fait, j'ai l'impression, en jouant à ce jeu-là, qu'ils ont réussi à faire un jeu sincère.
Je sais pas comment expliquer ça. Un jeu qui vient du cœur. Ce sont des gens, je suppose, qui ont aimé les anciens Double Dragon, et ça se sent parce qu'ils ont respecté la licence et surtout ils ont respecté le gameplay. Moi, j'ai vraiment l'impression de jouer à un jeu des années 90, et si j'avais joué à ce jeu-là dans les années 90, je serais aujourd'hui pour vous en parler en vous disant j'ai adoré ce jeu-là dans mon enfance ou dans mon adolescence. Parce qu'il est bien construit, parce que le gameplay est cool, les tableaux sont variés, il y a une évolution dans les tableaux. Le jeu se finit en quoi ? On va dire, allez, 1h30. Quand on le connaît bien, voilà, on va dire entre 1h et 1h30. Quand on le connaît pas un peu plus, on va dire 2 heures. Mais il y a une rejouabilité qui est pas toujours gagnée dans les beat'em all comme ça. Alors, le Tortue Ninja, je l'ai fini qu'une fois, je sais pas si la rejouabilité est intéressante. Astérix, franchement, honnêtement, la rejouabilité est pas dingue. Bon, Streets of Rage, c'est différent, parce que le jeu est incroyable. Mais Puis il est fait pour être joué plusieurs fois. oui, bah, de toute façon, oui, avec le nombre de personnages, etc. Oui, non, le jeu, il est fou, avec les zones cachées, etc. Mais là, en fait, c'est un jeu un peu popcorn qu'on va faire aller en 3-4 soirées. On va avoir fait le tour complet, mais par contre, on ne sera jamais ennuyé. Et on aura joué un jeu, comme je trouve pas d'autres mots, sincère. En fait, un jeu qui parle aux gamers, qui est fait par je suppose, des amoureux du genre, puisqu'il est très bien fait. Et moi, ça me réconcilie avec justement ce côté néo-rétro, parce qu'il y a beaucoup de studios, beaucoup d'éditeurs qui vont vouloir jouer sur cette mode-là, et des fois qui vont nous sortir des trucs qui sont abominables et qui n'ont aucun intérêt. Et là, au final, de revoir une licence comme Double Dragon, qui est comme une licence culte parmi les licences cultes, qui nous sortent un jeu solide. Un film culte aussi. Et, je l'ai pas vu. Enfin, faut le voir. Ah, j'ai pas vu non plus. Là. C'est vraiment. Ouais, c'est pas aussi bien que Super Mario Bros. Ah, c'est nul à chier alors. Ouais, c'est à voir. Ok, d'accord. Quoi non, mais faut le voir. Oui, Ok. voilà. Ok. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que les gars, ils parlent avec sincérité, que c'était pas un jeu qui a été fait pour faire de la thune. Enfin, en tout cas, forcément, qu'ils font un jeu pour faire de l'argent. On est d'accord. Mais en tout cas, un jeu qui n'est pas démagogique. Et ça, c'est intéressant parce que ça marche. Ça marche. Et c'est un jeu que je recommande pour le coup de faire en coop. Si vous avez l'occasion de le faire, essayez en coop parce que c'est des barres de rire en fait. Le jeu, il est très cool. On a vraiment un côté entraide. Et après, bah, en plus, ce qui est drôle, c'est quand on débloque les personnages bonus, bah, on a des nouveaux gameplays qui se débloquent, donc des nouvelles comment dire, jauges spéciales, des nouveaux coups spéciaux, et donc une manière d'aborder le jeu encore un peu différente. Et aujourd'hui, c'est pas toujours le cas sur des jeux qui sont un peu feignants. Et là, c'est généreux, même si on en fait le tour rapidement, le jeu est généreux. Et c'est un jeu que je recommande fortement. Ok. Donc, Cotrus, toi qui es fan du film. Je vais t'aller dire vieux. Alors, j'ai un truc après, mais justement, je veux te respecter quand Je même. l'attendais. Double Dragon, tu connais la licence. Oui, ouais, j'ai vachement joué. Ouais. Et ce jeu-là Non, particulier. je savais pas. Moi, j'ai pris Street of Rage 4. Ouais. Et c'est fou. Et c'est pareil pour moi, c'est des jeux, il faut jouer à plusieurs en fait. Ouais. Tout seul, c'est pas drôle. J'ai vu mes gamins y jouer, tu vois, aussi à ça. Et là, Double Dragon, je sais pas si je le prendrais, parce qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de jouer à ça. Mais ouais, je vois très bien ce que tu veux dire en fait. Et en fait, c'est refaire des jeux qui nous ont marqués quand on était jeunes. Et les beat'em all, il y a eu toute une période là-dessus et c'était d'enfer. Moi, j'aimerais bien qu'ils refassent Altered Beast, que j'avais joué sur Mega Drive et qui est un de mes beat'em all préférés. Parce que, genre, juste même s'il était. Parce qu'il était moche, faut quand même le dire. Ah oui. Mais en fait, les sons, les transformations, les trucs, il y a un truc fou. Et j'aimerais bien qu'ils le refassent, quoi. Ils le refassent comme ils ont refait Street of Rage 4. Mais il me semble que c'est prévu, ça. Hein. C'est prévu, ouais. Bah, mais je me demande, Sega, je n'étais pas sûr. La vidéo là il y a pas très longtemps là où Sega au Game Awards. il y a Golden Axe aussi, je crois, qui est refait en 3D quoi. Golden Ils font ça. Attends, Sega, ils ont annoncé du lourd. Ils ont annoncé qu'ils travaillaient sur un Jet Set Radio. Il me Crazy semble, Taxi. Altered Beast, je suis pas sûr. J'ai un doute. Ouais. Crazy Taxi. Mais si Altered Beast, pendant que tu me le dis, je crois que j'ai. Et Golden Axe en 3D, ouais. Et possiblement. Donc là, j'avoue, j'ai pas l'info sous les yeux, mais il me semble que Altered Beast fait partie des licences que Sega a envie de déterrer et de remettre au goût du jour. En même temps, quand tu vois le marché, enfin ce marché, ça reste un marché de niche, hein, mais quand tu vois qu'il y a des jeux comme ça qui fonctionnent et on voit que c'est qualitatif, et ben pourquoi Sega n'irait pas? Ouais. Ça serait une très bonne idée. Mais en indé, ça marche aussi en ce moment, beaucoup comme ça. On voit beaucoup de jeux pixels qui reviennent, des trucs avec des gameplays entre guillemets simples. En tout cas, pas ce qu'on a l'habitude de voir avec les AAA et tout ça, mais c'est très chouette. Ouais, des jeux accessibles et qui sont fun directement, quoi. Et ça, c'est de plus en plus rare, je trouve. En tout cas, ceux qui nous tiennent en haleine sur le long terme, c'est de plus en plus rare. Et justement, la vraie question pour Cotrus, maintenant qu'on était sérieux, est-ce que ce genre, finalement, c'est pas un jeu pour les vieux ?
Parce que, en fait, ça nous Eh rappelle bah, des souvenirs. je t'ai parce qu'on- répondu. non, mais... non, mais tu vois, est-ce qu'aujourd'hui, bah si, remarque, tes gamins y jouaient, mais c'est vrai que ça se joue à plusieurs, mais en solo, l'intérêt est assez limité, même si, comme tu dis, Beg, les persos ont chacun leur gameplay et tout, mais au final, je pense que c'est plus. J'ai l'impression que ça marche parce que ça ravive des souvenirs, plutôt que si ça sortait maintenant, aujourd'hui, on n'y jouerait pas forcément, quoi. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est des gameplays universels en fait, et que si ça nous a plu nous quand on était gamin, alors certes on avait quand même pas mal de diversité en vrai, c'est pas si vrai que ça. Mais si ça nous plaisait avec des graphismes un peu pétés sur des petits écrans cathodiques 36 cm et qu'en plus on avait des manettes un peu pourries. Je suis dans ma chambre là, il y a, Ouais, tu vois. il y a 30 ans là. Genre le GoldenEye sur du 36 cm écran splitté en 4, tu vois. On a réussi à jouer à ça pendant Bah, des bien heures, sûr. tu vois. Et maintenant, pourquoi on pourrait pas jouer à un Street of Rage 4 ou un Double Dragon avec des potes? Alors maintenant, ils jouent beaucoup plus en ligne, les gamins, c'est vrai. Mais j'ai vu des gens comme ça, ils jouaient même chez des À potes. côté, aussi. quoi. Même chez des potes plus jeunes, quoi. Ouais. Bah, tu vois, même toi, à la limite, Double Dragon, c'est ta génération. Oh, un peu. quand même. Ah, un petit peu, ouais. Ouais. J'ai passé 40 ans. Mais en fait, je pense pas. Et même quand tu vois sur Twitch, quand tu vois des streamers qui font des nouveaux roguelites ou des Vampire Survivor, tu vois, et qu'on 30 balais, je pense tu vois, à Shishayu, je pense à Kane, ou même Mister MV, des trucs comme ça. Mm. Bon, Mister MV, il a mon âge. Mais Ah oui, il est vieux. ouais, t'as vu le vieux monsieur, il l'appelle. Et C'est vrai. quand je les vois jouer à ça et qu'en fait, tu vois dans le chat où tu vois les réactions, c'est des réactions de gens qui ont 20 balais et pas que. Ils ont, les spectateurs n'ont pas tous mon âge, tu vois, mais en fait, ça va de très jeune à plus vieux. Et il y a un engouement pour ces vieux jeux. Enfin, je veux dire, t'as quand même des trucs. Ah, là. mais bien sûr. Hein. Je veux dire, je sais plus lequel. T'as un roguelite qui est pareil, fait par un seul développeur. Il faudrait que j'en parle parce qu'il a l'air ouf. Le jeu, il est mais plus pixel que ça. Je sais pas comment tu fais, quoi. Bah, Vampire Survivor, c'est pas un jeu qui est très joli. Ouais, et il y en a eu plein, t'as vu, ça, Ouais, non, mais ça a c'est donné des trucs. Ouais. Et franchement, t'as des graphismes, des fois, t'as l'impression de revenir sur de l'Amiga ou sur des trucs comme ça. Bon, j'exagère un peu. Et puis pourtant, les gens accrochent, les gens y jouent. Donc je pense que c'est plus une question de patte, de gameplay, tu vois, que de se dire c'est pour les vieux, tu vois. Oui, Je non, pense mais que je ça vois. marche tout Moi, le je temps. suis assez d'accord avec toi, mais je pense que par contre, la cible de base, effectivement, c'est nous, ça c'est clair. Après, je pense que ça peut accrocher, oui, effectivement, un gamin de 10-12 ans qui te regarde jouer, il prend la manette, il essaye, je pense qu'il accroche. Parce que, effectivement, c'est efficace, c'est simple, c'est bien fait, il n'y a aucune raison qu'il accroche pas au final. Et c'est mieux fait qu'avant. Parce que je sais pas si Ah, bien quand sûr. tu refais des oldies Ah oui. et des trucs comme ça, genre Double Dragon, j'y ai joué, je sais plus quand, il y a quelques temps là, cette année, enfin l'année dernière. Et t'es là, tu joues et puis tu fais ah c'est cool et puis tu fais waouh putain c'est quand même c'est C'est lent. rigide. T'as l'impression de pousser une brique quoi, tu vois. Quoi. Ah, c'est ça, c'est un peu Et, lent. ouais, c'est un peu lent. Alors que maintenant, là, j'imagine qu'il est ultra super fluide. Ouais, le avec jeu la est très jouabilité, il est fluide. ouf, quoi. C'est Ouais. sûr que le côté technique, finalement, fait aussi le taf. Ouais. Parce que, effectivement, comparé à un jeu des années 90, la fluidité n'a rien à voir. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus intéressant et accrocheur, au final. Il est à combien d'ailleurs, Double Dragon? Eh bien, il je est au ne prix de 25 €. Bah voilà. Ah, non, c'est vrai, t'as le prix? Ouais, je crois que c'est entre 25 et 30 €. Et alors aujourd'hui, c'est le lancement des soldes d'hiver pour info. Et je l'ai vu passer à 15 € en boîte. Donc, Bah ouais, ça vaut le c'est- coup. voilà. Sincèrement, 15 Ah oui, euros. 15 euros, ça va. Ouais, faut Voilà. y aller. Ouais. Ouais, clairement. Et pour la petite histoire, je t'en avais parlé rapidement, Beg, hier en off. Mais Yes. j'ai eu le platine, évidemment, parce que Cotrus t'avait posé la question. Donc je te Oui, devance. bah, tu bravo. m'as pas posé, je savais que tu l'avais. Ben, je sais, voilà. Et madame l'a eu aussi à la maison, parce qu'on l'a fait 2 fois. Et en fait, au moment où j'avais joué, donc c'était quasiment à la sortie, il y avait un bug sur l'achat des personnages et je sais plus quoi, et le nombre de personnages à tuer, je sais plus. Et du coup, j'ai écrit à l'équipe relation presse pour dire j'arrive pas à avoir le platine, je pense qu'il y a un bug. Et j'ai vu d'autres gens se plaindre et tout. Il fait ouais, on sait, on va s'en occuper, machin, les devs sont dessus. Ils ont patché, je l'ai relancé et j'ai eu le platine. Donc voilà. Mais bon, c'est ouf. Eh, ça va, c'était pas trop. J'étais pas bien. T'as dormi? 2 semaines, j'étais pas bien. T'as dû refaire le platine d'Anna Montana quand même pour aller mieux? Alors, madame l'a fait l'an dernier, elle a kiffé. Mais non, Anna Montana PS3, meilleur jeu de Merci, chamboule tout merci. sur une console PlayStation, je pense. Je le pose là. Si quelqu'un me contredit, venez sur le Discord en parler avec nous. En tout cas, ouais, je sais pas si tu avais une chose à ajouter pour finir. Non, je pense qu'on a tout dit. Voilà, on a tout dit. Et let's go platine. En tout cas, donc c'était Double Dragon Gaiden Rise of the Dragon. Faites des noms plus courts s'il vous plaît. Dispo sur toutes les plateformes depuis juillet 2023, donc au prix de 25 € ou parfois un peu moins pendant les soldes. Donc je ne l'ai pas vraiment annoncé pendant le sommaire, mais vu qu'on n'est que 3, je me dis allez, je vais faire une petite chronique. Et quand même, en hommage à Anya, qui adorait
qu'avec Cutrus, on se batte pour mettre des fois 2 coups de cœur dans l'émission. Bah, moi, j'ai fait une petite rubrique un peu particulière. C'est-à-dire, Non, t'as triché. j'ai pas triché, je fais ce que je veux parce que maintenant c'est moi qui anime. Alors, d'accord, ok. non, quand même, vous le savez parce que vous avez écouté le dernier épisode, sinon allez le faire tout de suite. Je suis papa depuis peu, j'ai un petit Zach qui a 4 mois. Et qu'est-ce qu'on fait en 4 mois ? On n'a pas le temps d'enregistrer des podcasts perso à la maison, mais on peut faire un top 4 des trucs cool que j'ai kiffé ces 4 derniers mois. Voilà. Donc je vais vous parler d'une série, d'un jeu vidéo, d'un livre et d'un jeu de société. Donc voilà, je place 4 coups de cœur. Comme ça. Ouais, et j'en suis très fier. Donc du coup, la série dont je vous parle, c'est un truc que j'ai surkiffé et c'est aussi coréen. C'est À l'épreuve du diable. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est dingue. C'est un jeu de survie à énigmes. Et en fait, c'est vraiment, c'est un jeu quoi. Ils sont enfermés. En fait, imaginez. mais c'est la télé-réalité ou c'est une série Ah oui. Télé-réalité. Mais alors, c'est un peu comme Love Story ou French Histoire pour les plus modernes, mais sauf qu'ils couchent pas ensemble, ils jouent à des jeux quoi. En fait, à la place. Mais non. À l'épreuve du diable, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et c'est 12 candidats qui ont été sélectionnés parce qu'ils ont des capacités intellectuelles un peu au-dessus de la moyenne. Enfin, il y a des gens connus, il y a des acteurs, il y a des youtubeurs, il y a machin, et ce que tu veux, et des gens vraiment castés quoi. Et le but c'est de jouer et de s'éliminer entre eux quoi. À la fin, il y a une petite récompense sympa quoi. Exemple, le premier jeu, ça m'a fait vraiment beaucoup penser à Two Rooms on a Boom, qui avait d'ailleurs été chroniqué dans le Défaussé épisode 100. Il y a certaines personnes qui ont joué. Je sais plus si tu étais dans cette liste de personnes. Ouais, je l'ai même animé en entreprise celui-là. Trop bien comme jeu d'ailleurs. C'est génial. Je sais pas si tu connais Beg. Non, je connais pas du tout. Tu connais peut-être le Loup-garou de Tierce-Lieu ? Oui, bien sûr. Rien à voir. C'est pareil en beaucoup mieux. Je peux dire ça, c'est un jeu de rôle où on va essayer de se mentir quoi. C'est vachement bien en tout cas. Ouais, non, mais clairement. Et franchement, j'aimerais trop que ce genre d'émission arrive en France parce que c'est vraiment du. Ça va loin. En fait, ils jouent, les plus mauvais vont en prison, mais en fait, aller en prison, c'est peut-être pas si mal que ça. Après, ils reviennent, ils gagnent des pièces, et ces pièces, elles peuvent servir à autre chose. Et si t'as pas beaucoup de pièces, tu peux être éliminé. En gros, c'est ça, quoi. Tu fais ça dans Fort Boyard. Mais mais là, genre, quand t'as 3 pièces, t'es un dieu, quoi. Enfin, c'est vraiment. Ah ouais, d'accord, c'est pas. Non, t'es pas avec ton t-shirt en train de ramasser, quoi. Franchement, c'est pas comparable, s'il te plaît. Dis pas. Rien à voir. Putain. Et il n'y a pas de nain dans cette émission. Mais bref, donc en tout cas, j'ai vraiment trop kiffé. Pour de vrai, ça dure 1 semaine en réel. Et je crois que c'est une douzaine d'épisodes, un truc comme ça. Et en fait, les jeux vont tellement loin, c'est un truc de ouf. Mais je me dis, mais les mecs qui ont écrit ça, ils se sont inspirés de plein de trucs, ça se voit quand même, mais l'écriture des jeux est assez dingue. Petit conseil, alors si vous ne parlez pas coréen, c'est dommage, ce qui est mon cas. Vous pouvez regarder en VF, il n'y a pas de problème, mais mettez quand même les titres en VO, en anglais. Enfin, pas en VO du coup, mais en anglais. Parce que parfois, ils traduisent pas en français. Donc des fois, tu vois des textes en coréen et t'attends, il se passe rien. Donc tu comprends pas. Déjà, les jeux sont compliqués à comprendre. Si en plus, c'est pas écrit en français, donc mettez en voix française et en texte anglais. C'est sur Netflix, tu disais ? Netflix, D'accord. exactement. Et je crois que ça a été... il y a une seule saison et ils vont en refaire une, tellement ça défonce de toute façon. Donc voilà, ça c'est ma série. Donc c'est pas mon coup de cœur, mais c'est mon top 1 sur 4. Ton quart de chronique. Ma quart de chronique, voilà, mon quart de chronique. Deuxième quart, c'est un jeu vidéo et c'est Unpacking. Voilà. Ok. Je sais pas si vous Attends, connaissez. ça me dit quelque chose. Oui, oui. Des pixels, un jeu à l'ancienne, en 3D isométrique, c'est quoi C'est un truc que tu fais pas chez toi, c'est ranger, c'est ouvrir tes cartons et placer ça minutieusement, et du coup tu le fais dans un jeu Mais vidéo à la non. place. Alors premièrement, ça m'a angoissé parce que je voulais pas le faire. Je me dis attends, je vais quand même pas passer mon temps de jeu à ranger les trucs alors que je fais pas ça chez moi. Et je me suis quand même pris au jeu, je fais allez, je teste. En fait, je trouve que ça raconte une histoire, ça véhicule des émotions sans texte ni voix. Et ça, je trouve ça hyper fort. Vraiment, c'est. Alors, je pense qu'il y a forcément. Enfin, on a tous vécu le genre de situation. On a tous déménagé une fois dans notre vie, je pense, voire plus. Et on est tous partis de chez nos parents à un moment donné. On a tous peut-être commencé à s'installer seuls, puis à 2. Enfin, il y a eu. C'est des moments de vie en fait qu'on voit, qu'on retrouve, qu'on revit. Et j'ai trouvé ça dingue, quoi. Enfin, et c'est pas. Enfin voilà, il y a des trucs qui se passent bien, d'autres qui se passent pas bien, et tu le comprends, et c'est jamais raconté, c'est ressenti en fait. C'est ça qui est ouf. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est le côté. C'est un jeu de déménagement déjà, donc c'est bizarre à dire. Ouais, c'est chelou. Mais c'est le côté, en fait, effectivement, il n'y a pas de scénario à proprement parler. Par contre, tu comprends ce qui se passe par les objets que tu ranges et comment tu les ranges. Est-ce qu'il y a de l'électroménager ? Est-ce qu'il n'y a pas d'électroménager ? Est-ce qu'il y a des photos, des trucs comme ça ? Et en fait, tu arrives à comprendre l'histoire de la personne que tu incarnes, entre guillemets. Mais ouais, c'est hyper intéressant, j'ai envie de dire, la narration de ce jeu-là, même si on ne peut pas vraiment parler de narration. Mais c'est hyper bien foutu. Ouais. J'ai trouvé ça super cool aussi. Ah ouais, et puis ça se dévore, quoi. Ça, je sais pas, ça dure 5-6 heures, un truc comme ça. Et franchement, trop bien.
Franchement, trop bien quoi. J'allais vanner, en fait, l'idée de narration juste comme ça, ça m'intéresse Ah non, vachement. franchement, non, c'est cool. Je trouve ça meilleur jeu super de déménagement du monde, clairement. Je pense qu'il n'y en a pas deux d'ailleurs. Non, mais le coup de raconter une histoire comme ça, genre, ça me donne envie d'y jouer, en fait. Ouais, c'est très bien. Ouais. Ah ouais, c'est parce que t'es gamin, t'es ado, t'es adulte, etc. Ouais, tu vois l'évolution. Tu rencontres quelqu'un et tu vois vraiment cette évolution qui est. Enfin ouais, moi j'étais puis touché. j'ai vu un dé de 20, donc ça va. Oui, il y a des petits clins d'œil, il y a plein de trucs, hein, clairement, mais ouais. Et puis ça doit être logique le rangement. Et quand ça l'est pas, tu peux comprendre des choses. C'est très beau, surtout. Quoi. Ouais, c'est très beau. Ouais. Et voilà, donc ça c'est mon deuxième quart, donc on est déjà à la moitié de ma chronique. Waouh. Et c'est cool parce que c'est fou comme le temps passe vite quand même. Mais, non, mais c'est ça qui est assez incroyable hein, quand même. Hein. C'est important. Et là, c'est encore plus un scandale parce que je vais parler d'un truc. Mais vous n'êtes pas prêts. Je vais parler d'un livre. Alors, je ne vais pas parler de La Horde du Contrevent. Oh. Est-ce que tu l'as lu, Beg ? Pas du tout. Moi, je ne lis pas. Même les mangas, j'ai du mal. Je les achète et je les lis pas. Je suis un peu teubé. Eh ben, je lis peu aussi. Et j'ai pas encore lu La Horde du Contrevent, qui, rappelons-le, a quand même donné lieu au titre de ce podcast. Donc, tu peux faire un ouh si tu veux. Et pire que ça, je vais parler d'un livre que j'ai même pas lu. Je vais parler d'un livre dont je ne connais même pas l'histoire. mais pourtant, j'en parle. Et je l'ai d'ailleurs sur la table, donc je peux le faire passer en évitant de faire du bruit. Ça s'appelle La mâchoire de Caïn. Est-ce que vous connaissez au moins ? Non. Du tout. Alors, j'ai découvert ça parce que c'est mon... Comment on dit ? Mon beau-frère ? Non, pas beau-frère. Si c'est ça, c'est beau-frère. C'est le copain. Attends, vas-y, dis-nous. Explique. C'est le copain. Attends, je bug et c'est ouf. Enfin, ouais, quasi quoi. C'est le copain de la sœur de ma copine. C'est pas mon beau-frère, mais c'est Ouais, bon. par alliance quoi. Ouais, Bref, par vous avez alliance. compris. Un mec que je croise dans les réunions de famille. Pas comme ça. Pourquoi ça me fait kiffer ce truc-là ? C'est 100 pages. C'est 6 histoires, mais les pages elles sont mélangées. En fait, faut comprendre et remettre dans l'ordre. Ça paraît hyper simple. Ça a été écrit la première fois en 1934, et entre 1934 et 2021, il y a 4 personnes qui ont réussi à remettre les pages dans l'ordre. T'en as parlé à Zef, ça ? Non, mais je pense que ça va le rendre ouf. Ouais. Et en fait, c'est un cadeau qu'une cousine de ma copine a offert à mon beau-frère, du coup. Enfin, c'est pas mon beau-frère, mais vous avez compris. Ok. Et je l'ai vu, c'était à Noël. Et je l'ai vu le lendemain de Noël, il était à fond dessus. Il fait putain, mais c'est trop bien et tout. Attends, j'essaie de noter. Là, il parle de ça. Ça doit avoir un lien avec la page 34, machin et tout. Je fais, mais attends, c'est quoi ton livre là ? Et du coup, je m'y suis intéressé et je l'ai acheté direct. Alors, j'ai pas encore lu. De toute façon, je sais pas si on peut considérer ça. J'ai pas encore joué. Mais ça m'a, enfin, le concept m'a hypé. C'est génial. Ouais, voilà. C'est génial. Donc là, je vous l'ai vendu comme ça, juste en vous le montrant. Donc voilà, je l'ai pas lu, je sais pas de quoi ça parle, mais ça m'a fait kiffer. Donc évidemment, il faut que j'en parle à Zef. Mais je voulais quand même déjà garder l'exclusivité pour le Contrecast, pour en parler. Oui. Non, mais ça a l'air ouf hein, en vrai. T'as envie de l'acheter là, Cutrus. Oui, puis la façon dont tu justifies est ouf aussi, quoi. Pardon. Oui, je voulais donner l'exclusivité. Ah oui, pardon, ok, d'accord. Ah, on y croit, quoi, clairement. Et je voulais même rendre hommage. Non, c'est trop fort. Ça a l'air vraiment bien. Je fais une petite dédicace au podcast des Papa Poules, que j'écoute aussi, parce que je suis papa aussi, bref. Parce que eux aussi, une fois, ont fait une reco sur un truc qu'ils n'avaient pas testé. Et du coup, je rends cet hommage-là comme ça. Parce que Avec Petit D, non dans les Papa Exactement. Ouais, qui est un C'est des ça. auditeurs. C'est ça, qui un jour nous a recommandé, parce qu'on avait parlé de Entre, le podcast Entre, que je vous réinvite à écouter, mais bref, on les embrasse. Voilà, donc 3/4 de la chronique, on enchaîne, on termine donc par un jeu de société un peu plus connu, je pense, que ce livre dont je viens de parler, quoique, ça dépend de qui. Hein. L'Orcana, je pense que vous connaissez au moins de nom. Oui, bien sûr. Oui. Pour le côté social, hein, justement, parce qu'il est sorti en boutique autour de août ou septembre 2023. Jeu de cartes à collectionner et à jouer. Un TCG, Trading Card Game. Mon premier, je me mets vraiment sérieusement dessus. Donc j'ai acheté beaucoup de cartes. J'ai pas noté, mais je crois j'en ai 1900, un truc comme ça. Ah ouais. J'en ai échangé pas mal aussi. Alors j'ai un concept dans la vie. Hein. Je kiffe ouvrir des paquets, quoi. Donc de paquets de cartes, de trucs où tu sais pas ce qu'il y a dedans. Genre Hearthstone, j'ouvre un paquet, ça me fait un truc. Alors quand c'est des cartes physiques, c'est encore. Donc ça coûte cher cette passion débile, mais c'est vraiment, je suis un gamin, quoi. Parce que quand on était petit, on achetait des panini, des machins, on les achetait un par un les paquets. C'est magique. Et là maintenant, on a un salaire, on travaille, on achète direct les displays, quoi. Bah oui, normal. C'est un kiff ultime. Un jour, t'achèteras peut-être un carton de display aussi, tu verras. Ah, bah spoil pas ma vie, s'il te plaît. Mais j'aimerais bien. Ça m'est arrivé une fois. C'est vrai ? Ouais, et Trop Heroclix bien. aussi. Ouais. Oh, c'était quoi ? Plusieurs fois Heroclix d'ailleurs, on l'a fait. Ah, ok. Ouais.
C'est un gros kiff quand même. Hein. C'est un gros kiff. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu te rends rendez-vous dans ta boutique préférée ou dans la cave de ton pote et t'as le carton et là tu l'ouvres et là tu fais waouh, il y a vraiment beaucoup trop de boosters. Ouais, c'est cool. C'est trop bien. Ouais. Et en tout cas, j'ai vraiment kiffé l'Orcana pour plein de raisons. Déjà, les cartes elles sont jolies. J'aime beaucoup Disney. Quand j'ai un Aladdin ou autre, Ouais, je suis en kiff. Là, le chapitre 3, il y a DuckTales, j'en peux plus quoi. C'est trop bien. Et puis ouais, c'est cool de jouer avec des amis aussi, enfin accessoirement quand même, parce que j'ai vraiment joué au jeu. J'ai un peu forcé des gens à acheter plus que prévu et du coup pour un peu plus jouer et échanger avec eux. Et puis on a fait des goûters, on a joué. J'ai un peu forcé madame, je lui ai acheté un tapis de jeu l'Orcana. T'as forcé madame. Je lui ai dit viens on joue, elle me dit ouais si tu veux quoi. Et maintenant c'est, enfin elle aime bien. Ouais. Donc je dis vas-y essaie de faire ton deck et tout. Donc enfin voilà. Après le problème c'est que les cartes coûtent plus ou moins cher en fonction de leur rareté évidemment. Donc on fait quand même des decks de pauvres entre guillemets, mais avec toutes les cartes qu'on a on a de quoi faire. Donc et j'ai presque toutes les cartes des 2 premiers chapitres. Donc viens me voir sur Discord si tu veux qu'on fasse des échanges. N'hésite surtout pas. Et puis ouais, ça reste un petit kiff hein, de faire des decks maison, de dire attends j'aime bien cette carte, avec quoi peut marcher. Je joue pas forcément le deck le plus fort, je joue j'aime bien jouer les decks fun. Exemple, dans le chapitre 2, il y a Blanche-Neige et les 7 nains. Il y a les 7 nains et tu peux faire combiner les nains entre eux pour qu'ils aient, pour faire raccord avec le début de la chronique, pour qu'ils aient des pouvoirs supplémentaires parce qu'il y a un autre nain qui est posé à côté. Quoi. Tu connais le site coolstuffinc.com? Non. Ok, bah t'iras voir. Inc parce que encre donc Arcana. Non, même pas Incorporation. Ah ok d'accord. Mais Cool Stuff, tu verras peut-être que. Ok. Voilà. De toute façon, moi j'étais devenu membre Gold, je sais plus quoi, à force de commander des cartes dessus. Ouh là là. De toute façon, il est déjà dans la description du podcast. Oui, c'est ça. Mais ça me fait flipper de cliquer dessus. Quoi. Grave, tu verras. Ok. En fait, je viens de te donner le diable, quoi. Là, un truc, Ah, c'est ainsi, tout achète la carte qui te manque. Quoi. Exactement. Oui, Ah, mais je connais Card Market par exemple. Oui. Voilà. Aussi. C'est le même esprit. Cool quoi. Stuff, c'est bien. Ok, en tout cas, c'est noté. Et merci Quetrus de me faire un peu plus sombrer dans cette drogue. Bah, je t'en prie, moi, comme je suis pas retombé dedans, ça va. Et j'ai écouté d'ailleurs encore un lien qui est évidemment dans la description, mais le 6388 qui parle. Donc il y avait Zef et Théo qu'on salue qui interviewent 2 personnes de chez Ravensburger, je crois que pendant les scènes ou un truc comme ça, le salon. Et ils parlaient un peu du fait que l'Orcana c'est un peu le Magic que t'as pas suivi quand t'étais petit. Du coup, tu peux recommencer une nouvelle collection maintenant parce que tu te dis bon bah finalement c'est facile de repartir à zéro quoi. Alors que Magic aujourd'hui impensable je pense de commencer non, maintenant. Ça sert à rien, c'est pas possible. Donc c'est peut-être pour ça. Sauf si t'es milliardaire quoi. Mais... Ouais voilà c'est ça. Et encore. Ouais. Oui, t'auras pas toutes les cartes, mais bon, bref. Donc ouais, gros kiff et j'ai même fait quelques soirées à faire des drafts, à jouer contre des gens que je connaissais pas. Enfin vraiment, je suis parti loin quoi. Format. Ouais, j'aime bien, c'est rigolo, c'est cool. J'ai une question pour toi par rapport à l'Orcana. Du coup, est-ce qu'il y a déjà un marché établi en termes de valeur de cartes par rapport aux raretés ou... Alors, quand j'avais rencontré des gens de chez Ravensburger au Fige 2023, ils disaient que le but c'était pas de créer de la revente, mais d'imprimer vraiment à la demande. Bah oui, mais bon. Bah ouais, mais bon, comme tu dis. Un TCG, quoi. Voilà, 2 éléments. Le premier, c'est qu'ils ont eu du mal à suivre les commandes au début. Enfin, c'était facile de précommander, mais à la sortie, c'était impossible d'en trouver, clairement. Oui, c'était en rupture directe. Hein. C'est ça, voilà. Et du coup, ils ont prévu des réimpressions, mais c'est déjà sur les impressions de la suite chapitre 2, parce que ça sort tous les 3 mois quand même. 204 cartes tous les 3 mois. Et au final, les légendaires sont un peu plus chers que les communes, ce qui est logique, et surtout par rapport à leur force dans un deck, parce qu'il y a quand même des vrais tournois derrière. Ouais. Et la deuxième chose, ce que j'ai appris après la sortie, c'est qu'ils ont fait des enchantés, cartes enchantées. Donc c'est la carte, je sais pas si ça se fait dans d'autres trucs, genre les Pokémon, mais c'est une carte qui existe de manière normale, mais qui est dans une impression un peu plus jolie, un design un peu plus stylé. Ouais. Et là, pour le coup, c'est clairement de la chance. Je vais être transparent, j'en ai eu une fois dans ma centaine de boosters ouverts. Je l'ai revendu direct parce que je savais que ça cotait à ce moment-là. Ouais. Donc tu te dis, j'ouvre un display 24 boosters, c'est 140 €. J'ouvre, j'ai une enchantée, je l'ai revendue 170. Je me suis payé un display gratos, quoi, clairement. Parce que de toute façon, la carte, c'est la même, elle a les mêmes pouvoirs, c'est juste qu'elle est jolie, quoi. Je l'avais en légendaire, et elle vaut genre 5 €. Ouais. Et je l'avais en enchanté, donc elle est super jolie, mais elle te paye d'ailleurs 24 boosters. Bien sûr. Donc ouais, il y a malheureusement cette revente-là. Je pense que la cote a baissé parce qu'ils ont commencé à réimprimer un peu. Oui. Ce qui est cool quand tu veux juste acheter pour jouer, mais il y a forcément un marché, quoi. Tu peux pas y parce qu'en fait, Ravensburger, je suppose qu'ils veulent eux garder le côté jeu, le côté où on joue ensemble, plus que le côté collection, comme on va aborder le sujet Pokémon. Parce qu'aujourd'hui, une carte qui vaut, je sais pas, 300 000 ou 400 000 € parce que pas ouverte ou une première série de 96, bon, après, ça n'a pas le même historique. Mais bon, voilà, la valeur des cartes, elle explose. Et les gens spéculent et du coup, on achète voilà, plus. Tout à fait. Donc, du coup, ça dévalorise. Enfin, ça dévalorise. Ouais. Moi, j'ai un pote qui se baladait en voyage avec des MOX, donc
l'époque, les Mox, c'était des artefacts qui coûtaient 0, qui te donnaient un mana coloré à Magic. Mm. Il me dit, si à un moment donné, et pas dans le même portefeuille, il dit, si à un moment donné, je me fais voler mon portefeuille, en fait, j'ai toujours cette monnaie-là sur moi et je sais qu'à n'importe quel pays, j'arriverai à la revendre et me faire de l'argent et pouvoir m'en sortir. Ok. À l'époque où il n'y avait pas Internet et tout ça. Ouais. Ouais, ok, d'accord. Ok. Histoire de vieux, mais intéressant. Ok. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et ouais, non, mais Après, ce qui est le problème, c'est que voilà, tu parles de Pokémon. Aujourd'hui, un gamin qui va acheter un booster à Pokémon, bah, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des gens qui spéculent et qui en achètent plein pour les revendre plus tard ou autre. Et c'est dommage. Et je pense que Ravensburger a pas envie de créer ça et Disney non plus, accessoirement quand même. Donc j'espère qu'ils vont réussir à réimprimer et qu'on puisse au moins s'amuser, jouer, collectionner, quoi. Donc, Rester sur la valeur de base du côté jeu. On est là pour s'amuser, C'est ça. pas forcément pour créer un marché parallèle, quoi. Exactement. Voilà, en tout cas je suis arrivé au bout de mon top 4 depuis les 4 mois de mon fils. Voilà, donc bisous Anya si tu nous écoutes, et de toute façon je sais que tu vas écouter. Donc voilà, j'ai un peu lâché mes coups de cœur, mais dans ma chronique, et en même temps c'est parce qu'on est un peu moins que prévu que je me suis Mais pas... t'en auras quand même après, c'est ça? Ouais, j'ai un coup de cœur. Ah bah oui, bien sûr. Ah, c'est pas un coup de cœur, ça c'est ma chronique. Hein. Oui, C'est- ah, oui, ça, oui, ouais, oui, ça oui, compte oui. pas, ça compte pas. Voilà, bah, je pense qu'on va pouvoir enchaîner, faire un petit récap Oui, bien sur sûr. tout ça. Donc Allons-y. allez. Alors c'est là que je relis mes notes, on est où? Bah ouais, on est à la fin. Donc est-ce que vous avez des coups de cœur? Je vous regarde comme ça, les gens ne savent pas. Je vois un petit oui à mon côté droit. Donc bah Beg, on t'écoute. C'est quoi ton coup de cœur? Alors moi j'ai un coup de cœur qui m'a valu un cadeau de Noël du coup, et d'ailleurs je remercie ma copine pour ça. Je me suis inscrit dans une association de jeux de société en début d'année, au mois de septembre. Et du coup, j'ai découvert plusieurs jeux de société. Et là, j'ai découvert, il y a 3 semaines, il n'y a pas longtemps en fait, juste avant Noël, Dune Imperium, auquel j'avais jamais joué. Et en fait, j'ai kiffé ça. Alors, pour le coup, c'est une personne qui connaissait très bien le jeu qui m'a enseigné le truc, quoi, qui m'a montré comment jouer. Et en fait, c'était hyper fluide le gameplay, oui. Enfin, le jeu est super sympa à jouer. Du coup, ma copine me l'a offert à Noël avec une extension. J'ai oublié le nom de l'extension parce qu'il me semble qu'il y en a 2. J'en ai eu une. Et en fait, voilà, c'est mon coup de cœur, c'est Dune Imperium parce que je trouve le design hyper sobre, hyper classe avec les personnages du film, hein, pour le coup. Un gameplay super agréable et des mécaniques de jeu fluides et limpides. Parce qu'au début, ça a l'air d'être très compliqué. Au final, ça ne l'est pas du tout. Et c'est un jeu hyper agréable, quoi. Une partie dure à peu près 2 heures, je dirais. Ou 1h30, 2 heures. Et franchement, ça se passe très bien. C'est hyper cool. Donc ça, c'est mon coup de cœur de fin d'année, du coup, mais qui fait aussi office de coup de cœur de début d'année, pour le coup. Début d'année 2024, puisque on peut écouter ce podcast dans le futur. Exactement. Et bien que Trus, juste avant de passer à toi, moi je vais donner le mien, mon coup de cœur. Hein, donc, c'est pas ma chronique, hein, c'est mon coup de cœur. Quelle honte, quelle indignité. Ouais, mais en plus je respecte l'ordre indiqué sur Ouais, voilà. C'est ton ordre, hein, je rappelle, Et c'est mon ordre Oui. que j'ai défini. que tu as défini toi-même. Exactement. Hier soir, en préparant ce podcast, je l'ai pas fait dans le métro pour une fois, donc voilà, on progresse en 2024. Vous savez sans doute si vous écoutez ce podcast, j'aime beaucoup les trophées dans les jeux vidéo, enfin sur les consoles PlayStation bien évidemment, et j'ai atteint récemment le compteur assez sympa de 499 platines. Mais non. Je me suis dit allez, je vais me faire un petit kiff, je vais choisir mon 500e quand même, je vais pas faire un jeu de merde parce que ça m'arrive quand même d'en faire. J'ai réfléchi et je me dis ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, de quoi j'ai envie, et il y avait ce petit jeu qui me regardait parce que je l'ai acheté il y a 6 mois je crois plus ou moins en physique, et c'est Tunic. Donc j'ai commencé Tunic et alors j'ai très peu joué, mais je sais déjà que je vais surkiffer et c'est trop bien. Donc j'en avais un tout petit peu entendu parler, malheureusement j'ai envie de dire, et j'ai pas envie de spoiler quoi que ce soit, mais c'est ce petit jeu à la Zelda qui a l'air mignon, mais qui est pas si simple. Voilà, et j'en dirai pas plus. Et je sais que c'est ça, hein, Ouais, c'est ça. le pré-pitch de base. Ouais, c'est ça. Après, on apprend plein de trucs. Et pour l'instant, j'ai acheté le petit collector et j'ai juste mis le jeu dans la console parce que je sais que dans la boîte, il y a des trucs que j'ai pas envie de voir maintenant. Et voilà, donc j'ai joué 2 heures, mais je kiffe déjà beaucoup, beaucoup. Et je sais que sur Discord, ils aiment beaucoup aussi. J'avais déjà remarqué qu'ils en parlaient souvent. Côté VHS, mais VHS, on en parle juste après. Si je suis ma liste, donc on a fait Beg, on a fait John Couscous, on est 3. Bah vas-y, Cotrus, à toi le meilleur pour la fin. Moi, je vais vous parler d'une BD qui s'appelle Pénis de table. C'est marrant. Ouais, qui est fait par Cookie Calcaire, donc Cookie comme Cookie et Calcaire avec un K, K-L-K-I-R.
Et donc c'est un auteur français qui vit à Barcelone, Cookie Calcaire. Et en fait, il a fait des trucs. Il a une idée de réunir des potes mensuellement pour parler, juste des potes, hein, juste des mecs, pour parler de sexualité masculine et des problèmes qui est autour de ça. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui est un peu tabou. C'est-à-dire que souvent, t'as l'idée que les femmes, entre elles, en vont en parler beaucoup, etc. Mais que les mecs ont un peu de mal à parler de ça. Et donc, il en a fait une BD qu'il a sortie en 2018, puis il a fait une version augmentée qui s'appelle l'édition des 10 ans en 2021. Donc, c'est ce que j'ai lu, c'est la dernière. C'est quand même assez costaud, et je crois qu'il y a presque 300 pages. 200 pages, c'est ça, 194 pages, je crois. Oui, c'est ça, 194 pages. Ça parle, donc en fait, ça parle de plein de trucs autour de la sexualité masculine. Il y a 6 chapitres ou 7 chapitres. Ça va parler de masturbation, orientation sexuelle, le pénis, l'orgasme, les fantasmes et la performance. Ça casse plein de tabous, le ton est super léger, tu apprends pas mal de choses, il y a beaucoup d'humour mais c'est jamais graveleux, c'est super bien. Bon, il y a des trucs qu'on connaît tous, il y a des trucs qui malgré, même quand t'es je veux dire assez libéré ou en tout cas assez libre dans ta tête là-dessus et que t'as pas trop de complexes, il y a quand même des trucs qui arrivent à te décomplexer complètement. Je trouve que voilà, c'est super bien foutu. Je conseille ça à plein de gens, que ce soit hommes, femmes et surtout je pense ados. Je pense que c'est le genre de bouquin que j'aurais beaucoup aimé lire ado, sauf peut-être les histoires abracadabrantesques d'un personnage, qui est un personnage réel d'ailleurs, qui a vécu 40 000 aventures, il y a des trucs un peu chelous. Mais en tout cas, je pense que ça fait du bien à tout le monde, ça permet de se regarder soi-même, ça permet d'en rigoler, ça permet de décomplexer, et puis je pense que quand tu es plus jeune et quand tu es au début de ta vie sexuelle, c'est des bouquins qui peuvent faire beaucoup de bien. Donc voilà, Pénis de table... c'est chez l'édition, chez La Moitrieuse, je crois. Non, éditeur, c'est Stenkiss. Et voilà. Très bien. C'est pas très cher. Eh ben, merci pour vos coups de cœur et merci surtout pour vos chroniques. Je vais faire quand même un petit récap. Donc, Beck nous a parlé du jeu vidéo Double Dragon Gaiden Rise of the Dragon. Ketrus de la série coréenne Kingdom sur Netflix. J'ai inversé l'ordre, mais vous l'avez compris. Ouais, de 2019. Souvent, c'est comme ça qu'on avait retrouvé laquelle c'est. De 2010. Mais c'est facile à retrouver quand même. Hein. J'ai écrit série coréenne Kingdom. Mais il y en a beaucoup. Hein. Ah ouais? Je suis tombé direct dessus. Ah, j'ai D'accord, écrit ok. Netflix en plus. Donc, ouais. Mais de 2019, voilà, je mets à jour mes notes. Et enfin, l'animateur qui a triché avec son top 4 de Jeune Papa. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, je le fais dans le désordre, mais Ketrus, est-ce que tu as une actualité en ce moment avec un micro ou pas? Avec un micro, bientôt. Ah. Normalement, fin du mois de janvier, on a un nouveau podcast sur le VHS qui sort, qui va parler de GN. Waouh. Avec beaucoup de monde. On est 6 chroniqueurs, chroniqueuses. En vrai, c'est déjà enregistré, non? C'est déjà enregistré, Ok, ouais. d'accord. C'est pas encore monté. Ok. Et Lo, si tu écoutes. J'espère qu'elle écoute, si tu lui envoies le lien. Ok. Et, très bien. Et Comics Outcast aussi. Bien sûr. Un épisode sur 2 ou 3, quoi. J'en sais rien. Ouais, à peu près. J'ai fait une grosse pause en 2023. Ouais, Ok. C'est vrai. Et on est ravis de te retrouver en 2024, Merci. donc ça, c'est cool. Moi aussi. Et Beg, est-ce que toi, on peut te retrouver quelque part sur Internet? Ouais. Tu sais, ça fait bizarre. Oui, bien sûr. Bah, moi, on peut me retrouver sur Twitter, @begformy91. Voilà, après, c'est à peu près tout. D'ailleurs, je n'utilise plus trop les réseaux sociaux à part Twitter. Voilà, donc si vous voulez échanger, pas de problème, c'est complètement open. Très bien. Ou X pour les Oui, gens X, plus pardon, modernes. c'est vrai, Twitter n'existe plus. Non, mais on s'en fout, on peut dire Twitter. Voilà, c'est au bon. secours. Non pourri. Ok. Et puis, petit point info, évidemment. Hein, donc, jour d'enregistrement, comme je le disais un peu plus tôt, ce sont les soldes d'hiver. Vous allez encore acheter des trucs qui servent à rien juste parce que c'est pas cher. Et ben, nous, on fait mieux dans le Contrecast. On solde jamais les soutiens que vous pouvez nous apporter. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, sur Patreon, bien sûr, il y a le petit lien. Mais en effet, grâce à notre label de podcast, le VHS, le vaisseau hyper sans sas, et grâce au studio aussi qui nous accueille, on a la chance de pouvoir enregistrer dans de belles conditions. Et c'est notamment grâce à vos contributions régulières. Donc, merci pour ça déjà. Et si vous voulez rejoindre la légende Yagbar, ce que j'ai quand même vérifié hier soir, c'est notre plus gros contributeur ever et actif depuis 47 mois quand même. Donc, et la grosse centaine de personnes qui l'accompagnent. Hein, mais il y a un petit lien dans la description, donc vous avez le droit de nous faire un petit don pour nous soutenir et nous remercier. Et déjà, on vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Et puis, vous pouvez vous abonner, classique, sur tous les trucs là pour écouter les podcasts, là, les Spotify, les machins et tout. Truc de jeune, quoi. Truc de jeune, voilà, ça se trouve, il y a des nouveaux outils, j'ai pas mis à jour cette liste. Mais par contre, il y a un truc que j'ai pas mis à jour, c'est la petite tradition de ce podcast. Toi, tu la connais? Oui. Ketrus, pardon, je te regarde. Beck, tu la connais? Pas encore. J'ai peur. Est-ce que tu as préparé la blague, Ketrus? Parce que moi, non, je l'ai toujours, mais là, je l'ai pas.
C'est vrai, t'as pas de blague? Là, j'en ai pas, mais on peut trouver, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, par exemple, Oui, on peut trouver, oui. tu veux que je la trouve? J'en ai en 5 secondes, je la trouve, si tu veux. Non, pour de vrai. En 5 secondes, j'en trouve une, sans problème. Genre, Vas-y. au maximum, combien on a été dans un podcast, le Contrecast, autour d'une table ronde, carrée ou ovale? T'es sûr? Le maximum? Ouais, franchement, ouais, avec un micro. En physique, hein. Je compte pas à distance, de toute façon, je pense pas qu'on était plus. Moi, je pensais qu'on c'était 6, mais c'est... Non? 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 4? Non? 5. 5? Ah, mais putain! 5? C'est comme... Le nombre d'étoiles que vous devez mettre Voilà. sur Apple Podcast parce que vous kiffez. Est-ce que tu as déjà mis 5 étoiles, Beg, sur notre podcast? Pas encore. Oh la vache. Je vais y on aller. va attendre. Je vais y aller. Vas-y, On va attendre. vas-y, retire ton mode avion. Je le fais pas. Voilà. En tout cas, mettez 5 étoiles. Et d'ailleurs, on a 5 étoiles de moyenne sur Apple Podcast. C'est vrai. J'ai vérifié il y a un mois, je crois, comme ça. C'est vrai, oui, j'ai regardé aussi. Donc, toi, là, qui écoute, si tu vas mettre un 3, là, c'est pas bien. Si tu, Bon, ça ne niquera pas la moyenne. Ouais, mais mets un 5 ou mets rien, quoi. Franchement. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais assume, quoi. Assume, voilà. Ouais. Ouais, mais bien ton pseudo. Déjà, par tu contre, fais sinon. pas grand-chose de ta vie. Déjà. Quand tu fais quelque chose, Franchement, fais-le bien, quoi. S'il te plaît, hein, voilà. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de ce premier podcast de l'année 2024. Encore bonne année, encore bienvenue Beg. Bonne année à vous. Merci de l'accueil. Bonne année. Ça fait très plaisir. Et puis on se retrouve le mois prochain. Oui. Salut. Plus. Fin de transmission.